fasse un petit point sur ce que nous on a trouvé difficile, sans que ce soit une critique, mais plutôt un constat de ce qui a été difficile pour nous depuis que nous sommes arrivés. Alors je vais commencer. Je dirais que le premier défi pour moi quand on est arrivé, ça a été justement l'arrivée. C'est-à-dire que l'immigration, vous la prévoyez pendant des mois et des mois à l'avance, vendre votre maison, vendre les différentes choses que vous devez vous débarrasser, prévoir le déménagement, faire les derniers papiers administratifs, c'est énormément de choses à faire. Et vous avez en tête votre immigration, votre départ, etc. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que l'arrivée avec des enfants était hyper fatigante. Stressant que tout ce que tu as prévu se passe comme tu veux et pas qu'on te dise arriver à l'aéroport, non, il vous manque un papier pour rentrer ou après pour ton logement, c'est pas celui-là, c'est pas le bon, voilà, des petits trucs que quand tu fais tout de France et que tu n'as pas vu les choses, quand tu es devant le fait accompli, tu n'as plus le choix une fois que tu es là. Voilà, je vous avais expliqué, on a eu quelques petits aléas avec notre logement, qui ont entraîné quelques petits aléas avec l'immigration, etc. Et en fait, moi j'ai trouvé que c'était hyper dur c'est quelque chose auquel on n'était pas forcément préparé à l'après, vous voyez, une fois qu'on est arrivé. Parce que, en tout cas moi de ce que je regardais, j'avais pas mal de vidéos de Français immigrés, mais beaucoup de couples. Et finalement pas tant que ça de couples avec enfants. Et en fait, vous avez envie de quand même faire profiter à vos enfants, faire des choses, pas les laisser du matin au soir à rien faire parce que vous avez de l'administratif à faire. Mais clairement, les premiers jours, l'administratif, c'est se lever tôt, c'est... Faire les permis, aller chercher ton numéro NAF, parce que sans toutes ces choses-là, ton numéro de la sécurité sociale, sans tout ça, tu ne peux pas travailler. Donc, ouvrir votre compte bancaire dans un endroit, dans l'autre, parce que nous, on n'a pas ouvert dans les mêmes banques, parce qu'on voulait avoir deux visions différentes. Deux visions. Pas des visions, c'est pas le mot que je veux dire. Pour les codes de crédit, pour les cartes, une Visa et une Mastercard, parce que tu peux pas acheter par exemple à Costco avec une Visa, il faut absolument une Mastercard. Donc on voulait deux banques différentes pour voir les avantages et les inconvénients de chaque banque. Voilà, de chaque banque. Donc on est chez Desjardins et chez la Banque Nationale là, du Québec. Non, du Canada, pardon, pas du Québec. Bref, et en fait, ça nous faisait courir du matin au soir, sachant qu'on avait quasiment rien à racheter, parce qu'on est venu avec notre container, mais on avait quand même quelques petits électroménagers à racheter, puisque c'était pas compris dans notre loyer. Donc tout ça cumulé, honnêtement j'ai eu l'impression qu'on partait le matin à 8h, qu'on rentrait le soir à 18h, qu'on voyait pas nos enfants. Et la première semaine, 15 premiers jours, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement fatigant, sachant que derrière dans les pattes on avait toute notre immigration avant en France, tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'on avait à clôturer, nos derniers moments de travail, faire le tour de la famille, les amis, dire au revoir, etc. Et c'est de la fatigue accumulée. Et j'ai trouvé que la première partie de notre arrivée au Québec, les 15 jours, 3 semaines après l'arrivée, ont été hyper fatigants. Puis le fait que c'est un nouveau pays, avec des nouvelles façons de parler, des nouvelles habitudes alimentaires. J'avais l'impression que tout était nouveau. De conduire, c'était hyper fatigant au début de conduire. Un mois après être arrivé, donc c'était pas des vacances comme certains ont choisi de le faire, d'arriver à la fin du printemps, début de l'été, prendre 2 mois de vacances pour s'installer et commencer qu'en septembre parce qu'ils sont en permis études ou parce qu'ils voulaient se donner le temps de visiter. Nous on n'avait pas pris C'est vrai que nous on s'était donné à peu près 3 semaines, un mois, parce qu'il faut être honnête, financièrement on avait peur que ce soit un peu juste, et puis surtout parce que nos travails ont fait que ça se présentait comme ça, et que si on avait voulu, on aurait même pu commencer avant. Et c'est nous qui avons dit non, on va se donner quand même un petit peu de temps pour pouvoir se poser, et heureusement. Et je dirais que ça a été vraiment le plus gros défi au début. J'ai trouvé que c'est très fatigant, et moi j'ai pas eu l'impression de profiter de l'arrivée. J'ai eu l'impression de courir partout. Voilà. Moi je dirais que c'est la première chose où... Ok, on va passer au deuxième point qui a été vraiment pour nous un défi. J'ai fait des petits essais maquillage. Qui a été vraiment un défi, c'est trouver une voiture. Trouver une voiture. On avait un petit peu parlé. Potable. C'était vraiment un défi, une aventure qui a mis à rude épreuve sa patience. Et pourtant, il en a. Bon, il va vous expliquer un peu mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le même climat. Donc déjà,
d'une, ici, on a 6 mois d'hiver où il neige vraiment. Donc ici, on est au Québec. Au Québec, c'est pas l'Ontario, c'est pas les autres provinces. Au Québec, on sale encore les routes. Et on sait tous très bien que la neige, l'humidité et le sel, ça fait rouiller les voitures. Donc ici, une voiture qui a plus de 10 ans, si elle n'a pas été traitée par la cire ou par la graisse en dessous, la voiture est toute rouillée au niveau du châssis. Mais au niveau des trains roulants aussi, ça veut dire que tout est mort. Donc ça vous implique et puis trouver une voiture déjà qui rentre dans des critères où elle a été entretenue. Et juste je fais une petite aparté, c'est pour ça que quand vous allez chercher une voiture en concession ou chez un revendeur d'occasion, ils vont pas vous vendre, tu vas mieux expliquer que moi parce que moi je me souviens plus exactement des termes, mais ils peuvent pas vous faire de prêt par exemple ou de location de véhicules qui ont plus de 7 ans, c'est ça? Une voiture usagée, c'est 7 ans et 130 000 km, c'est une voiture usagée. Nous on dirait appel à salle d'occasion, mais eux c'est usagé, c'est que il y aura zéro garantie dessus. Voilà, ils vous la vendent en l'état. Donc vraiment vous avez zéro garantie. Enfin vous avez je crois un mois de garantie, qui garantit pas grand chose. Hein. Ouais, moteur boîte, vraiment si le moteur casse ou la boîte, mais tout le reste c'est pour vous quoi, le moindre défaut. Donc déjà ça c'est bon à savoir. Et ensuite pour revenir à notre défi de quand on est arrivé, c'est qu'on a découvert tout ça. Alors on avait mal estimé le prix d'une voiture ici en bon état. Voilà, le prix d'une voiture en bon état. Nous on s'était dit en France, avec 5 000 €, tu peux trouver une petite voiture potable qui a 130 000 km. C'est pas la voiture de l'année, mais ça vous dépanne quoi. Voilà. Mais ici, en dessous de 12 000 $, vous avez rien du tout. Quand on vous dit rien, c'est rien. Et oui, vous allez avoir, mais vous allez avoir des choses dangereuses pour votre sécurité. Quand on a trouvé notre première voiture, on a eu vraiment de la chance de trouver une voiture hyper potable, pas très chère. Après, on a dû faire 50 ou 60 voitures visitées avant. Ouais, c'était très compliqué. Vraiment, on était désespérés. Hein. On s'est dit, mais on va jamais trouver une voiture. On voulait pas mettre un budget excessif dans une voiture. On voulait pas enlever toutes nos économies et que ça parte dans la voiture. Hein. Clairement, on avait d'autres. Enfin, c'était pas notre but, quoi. Et on a eu la chance de trouver une voiture avec une transmission manuelle qui était plutôt potable. En fait, quand on a essayé cette voiture, quand on a vu cette voiture qui était au fin fond de la remise et qui était pas trop rouillée, quasiment pas rouillée même. Et le mec me dit non mais laissez tomber celle-là, les boîtes mécaniques et puis la clim fonctionne pas. Je fais bah c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rouille en dessous. Après tout ce qu'on a vu, je peux vous dire qu'il n'y ait pas la clim et qu'elle soit manuelle, c'était pas grave, nous on avait besoin d'un véhicule il y avait des frais qui avaient été faits, j'ai vu qu'il y avait un alternateur neuf, des amortisseurs avant neufs, les pneus n'étaient pas lisses parce que ici vous vendent des voitures d'occasion. Ici les gens finissent leurs pneus. Comme il y a 2 changements de pneus par année parce qu'avec les pneus hiver obligatoires, les gens s'ils ont une crevaison ou des pneus un peu fatigués, ils disent c'est pas grave, je leur remettrai l'année d'après. Et quand ils revendent leur véhicule, ils vendent avec les pneus les pires. Donc ils gardent les pneus en meilleur état. Donc souvent les voitures d'occasion, les pneus sont lisses, ils sont plus côté moins, il y a plus de structure sur le pneu. Donc déjà je me dis il n'y a pas 4 pneus à acheter. Voilà, donc quand on a vu cette voiture là, il y avait aussi sur le je sais pas comment on appelle ça, le parking là, le stationnement du vendeur, une voiture qui était je ne sais plus quelle marque. Une Golf 4. Voilà. Rouge, ça je m'en souviens. Et mon mari a regardé en dessous. Il va vous expliquer parce que moi j'y connais rien, mais en gros c'était une catastrophe. En tout, vraiment c'était une voiture. Déjà au niveau entre la portière et l'aile, au niveau du bas de caisse, il y avait un trou qui faisait 20 cm de diamètre, de hauteur. Et c'était tout rouillé et le châssis était bien rouillé, tous les trains roulants étaient morts. Et en plus le berceau, ça veut dire la partie de la caisse qui est fixée sur la caisse où est votre moteur est fixé et où votre arbre vos tringleries, vos triangles et votre crémaire à direction est fixé, était complètement rouillé et commençait à s'effriter et à se découper. Ok, donc vous dites c'est la voiture qu'on n'achètera jamais. En fait c'est danger de mort quoi. Danger de mort quand même. Hein. Dites-vous on achète notre voiture, donc l'autre, on va la faire immatriculer à la... Comment on appelle ça là ? SAQ. SAQ, voilà. Et en sortant de la SAQ, qui était loin en plus pour le coup, pas du tout là où on a acheté la voiture, mais plus près de chez nous, qu'est-ce qu'on croise ? Cette voiture rouge
vous êtes tombés. Attendez, je vous avais calé, j'ai un peu mal au bras. On croise cette voiture rouge avec 4 occupants dedans. Donc les parents et deux petits bébés à l'arrière dans une voiture. Qui avaient pas 2 ans, quoi. Une voiture qui vous risquez de mourir. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant, quoi. Et vraiment ça ici, ça a été un des premiers chocs. Même Claire qui ne connaît rien à l'automobile, quand on a essayé des voitures, non mais je vous jure, c'était des bruits de roulement. Jamais entendu mais il y avait des bruits, mais c'était même pas des bruits de tu tournais, ça faisait clac 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 clac. T'as l'impression que t'as vraiment le berceau ou quelque chose de la caisse qui bougeait à l'intérieur, c'est clac 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 clac. Et on peut se dire, c'est nous qui n'avons pas eu de chance. Non. Toutes les personnes qui s'y connaissent un minimum en mécanique autour de nous, qui ont été dans le même cas que nous, qui sont français et qui sont arrivés au Québec, ont eu que des expériences de voitures négatives. Et ceux qui s'y connaissent pas ont acheté des voitures comme ça à pas cher. C'est pas de leur faute, hein. Moi la première, j'aurais pas eu Cyril. Franchement, j'ai acheté une voiture qui faisait juste pas de bruit. Et 6 mois après, ils n'avaient plus de voiture. Parce que ou le moteur cassé, ou une fuite d'huile, ou les freins et les amortisseurs étaient complètement morts. Et quand ils ont été au garage, ils ont dit bah non, et la facture dépassait la valeur du véhicule, donc plus de 10 000 $ de réparation. Donc ils se sont dit bah on va reprendre une autre voiture. Et on a 3-4 couples qui se sont fait avoir. Et juste pour la petite histoire, on a quand même un couple d'amis. Lui est parti essayer une voiture. C'est horrible parce que je trouve ça hyper stressant. Je crois pas qu'il avait son fils dans la voiture, il était tout seul. Hein. Je sais plus s'il avait son fils ou il était tout seul. Non, il était avec son fils, je crois. Et en roulant, en faisant l'essai, la voiture se met à fumer, à prendre feu. Et le mec au garage fait non, t'inquiète, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, quand même, la voiture elle fume. Enfin, donc vraiment, si vous venez ici, soyez hyper vigilants. Et si on a un conseil à vous donner, c'est faites une demande d'inspection. Si vous y connaissez rien. En fait, ce sont des personnes, tu vas mieux expliquer que moi, mais en gros, c'est. L'inspection mécanique, ça coûte à peu près 130 à 150 $. Il vous dit tout ce qu'il y a à faire sur le véhicule. Le seul endroit où on a fait qui m'ont proposé ça et qui m'avait dit il y avait des voitures d'occasion où ils ne font rien, des voitures usagées, mais ils vous disaient ce qu'il y avait à faire. Je fais pas de publicité pour ça non plus, hein, mais c'est les seuls qui ont été corrects avec moi. C'est Automobile en direct. Ouais, Automobile en direct. Ils vous disaient telle voiture, et puis à côté, il y avait une facture, un pro-format de facture en disant il y a ça. Ouais. Il faut pour la remettre en état, il faudra ajouter 2 500 $, 4 000 $, 4 500 $. Mais au moins tout était détaillé. Mais tout était détaillé, c'était franchement. Vraiment, je trouve que c'était eux qui étaient vraiment les plus corrects sur la façon de. On a eu d'autres aléas avec une autre voiture qu'on a achetée plus récente. En tout cas, vraiment, l'automobile ici, ça a été un challenge pour nous. C'était vraiment, ça nous a mis. Je dirais les 2 premiers mois ont été vraiment casse-pieds par rapport à ça. Parce qu'on avait besoin absolument de 2 voitures, parce qu'on ne travaillait pas au même endroit, on s'est arrangé au départ, etc. Mais c'était hyper galère. J'attendais pendant 1 heure dans un Tim Hortons pour aller travailler à pied, mais c'était l'été. On s'est dit comme on fait en hiver, c'est pas possible. En tout cas, prévoyez ça, soyez pas comme nous. Prenez un budget auto. Si vous avez besoin de 2 voitures, vraiment tenez en compte, parce que nous, ce qui nous a mis dedans, c'est que finalement, quand vous regardez les vidéos ici, il n'y a pas de transport en commun et les distances sont très longues. Hein. Nous, on n'est pas dans 30 ou 40 km. On n'est pas dans Montréal, on n'est pas dans le Québec, donc on n'a pas d'accès au transport en commun. Et donc il fallait absolument 2 voitures. Et l'hiver, il faut une bonne voiture, ouais. Si possible 4 roues motrices. Moi j'ai 2 roues motrices, ma vieille voiture c'est pas trop grave, mais des fois ça patine vachement et mettre des très bons pneus été. Hiver. Les pneus été on s'en fout, vous pouvez prendre une marque chinoise, mais des pneus hiver faut qu'ils accrochent parce que ici le verglas, la neige, ça fait toute la différence vraiment. Voilà. Donc voilà, ça c'était notre 2e point. Après la fatigue de l'arrivée, le stress de trouver une voiture qui ne mette pas votre vie en danger, ça a été toute une histoire. Mais bon, on a fini par trouver 2 voitures. On va passer au 3e défi. Alors moi je suis moins concernée, c'est plus Cyril. Sachant que c'est des défis qui nous concernent que nous, c'est pas une généralité. Ouais, voilà, c'est ce que c'est nous. Pour vous prévenir, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans notre profil et qui peuvent se dire ah oui là je vais peut-être avoir des lacunes, mais c'est pas tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas la même migration, faut bien le rappeler. Et comme on n'a pas le même projet de vie. Et puis on n'arrive pas tous au même endroit. Si vous arrivez, on a un couple d'amis qui sont arrivés dans Montréal, ils n'ont pas de voiture par exemple. Ils n'ont pas besoin. Donc voilà, le défi n'est pas du tout le même. Ou alors vous arrivez avec des enfants qui sont petits, vous aurez sans doute d'autres défis qui sont peut-être liés à la garde, ce que nous on n'a pas du tout par exemple.
qui est très cher et surtout il n'y a pas de place. Donc voilà, les défis sont vraiment propres à chaque type de profil. Donc c'est pas une généralité, c'est vraiment pour vous partager nous ce qui a été un peu difficile dans notre arrivée. Et ce qui remet pas en cause le fait qu'on adore être ici. Hein. C'est juste, je pense qu'il faut être honnête aussi, la vie elle est pas toute rose. Sur les réseaux sociaux on voit toujours des choses, c'est super. Moi la première, on poste ce qu'on préfère, quoi. Ce qui nous a plu, etc. On évite de partager des choses trop négatives. Honnêtement les premiers temps, on aurait pu croire qu'on détestait être ici parce qu'on aurait pu partager que des choses négatives, alors qu'au final on était content d'être ici. C'est juste qu'on a vraiment eu des galères, voilà, plein de petites galères, et puis quand vous avez la fatigue, etc., des fois c'est un peu dur et vous vous dites mais qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on s'inflige ça, pourquoi on a tout, voilà, pourquoi tout largué pour ça, quoi. Alors qu'au final on regrette pas notre décision, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste que quand vous êtes un peu fatigué, que vous avez enchaîné des mois et des mois de stress avant, tout ça, ça peut vous paraître un peu, vous dites vraiment qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je m'inflige ça. Et sur les réseaux on va éviter de partager oh c'est horrible, encore une journée où on a galéré, on a vu 10 voitures horribles qui parce qu'il y a des gens qui vont peut-être nous saper aussi, on n'a pas envie de se faire saper quand on n'a pas le moral, quoi. Voilà, donc juste pour remettre les choses en place. Il y a des défis qui me concernent, l'anglais. Je ne parle pas du tout anglais, sachant que... Alors attendez, juste, il ne parle pas du tout anglais. J'avais fait l'erreur, je vais vous expliquer, j'avais fait l'erreur étant petit, c'est pas une erreur, mais pour moi, à mon âge, c'est une erreur. Et j'avais pris allemand première langue, chose que je n'ai jamais rencontré l'allemand. J'avais anglais deuxième langue, j'ai fait 2 ans au collège. Après, j'étais en lycée professionnel parce que j'ai choisi une filière professionnelle, en lycée de mécanique auto, où on n'a pas forcément la crème de la fleur de l'étude française, c'est pas l'élite, voilà. Et bien souvent, dans les cours que j'avais, il y a des chaises qui volaient, des tables, des insultes du prof, ce qui fait qu'au final, j'ai eu que 2 ans d'anglais en bac, ni en CAP ni en BEP, et qui fait que je n'ai pas eu d'anglais non plus en bac. En gros, le prof s'est mis en arrêt. 2 ans d'anglais au collège que j'ai tout de suite perdu, puisque Brian in the Kitchen, je l'ai jamais pratiqué, et quand vous avez 40 ans, c'est 20 ans avant que vous avez fait ça. Donc forcément... Quand on vous dit... Zéro anglais, c'est vraiment zéro anglais. Hein. À part les couleurs, voilà. Voilà. Et good morning, goodbye. Voilà. Donc ici, au Québec, la population... Et c'est pas une critique, hein. Suivant les provinces... Et nous, on est à côté de Montréal. Plutôt anglophone ou francophone, ou les deux en même temps. Mais quand vous allez à Montréal, il y a une grosse communauté anglophone. Dans certains coins, il y a des réserves où ils sont complètement anglophones. Donc il faut parler anglais. Et moi, à Montréal, vous allez rentrer dans un magasin, même s'il y a loi 101 qui vous impose le français au Québec, on vous l'a dit hello, hi, et on vous parle en anglais avant de parler en français. Et juste pour revenir là-dessus, pour vous donner un exemple que moi j'ai trouvé assez parlant, j'étais avec une amie sur la rue Sainte-Catherine, on rentre chez Sephora et on avait une question à poser, je ne sais plus laquelle, ma copine lui parle, la personne donc lui dit hello, hi. Hi, bonjour, je sais plus comment elle lui dit, non, hello, hi, je sais plus ce qu'elle lui dit, mais en gros elle lui parle quasiment pas français. Ma copine lui pose sa question, la personne comprend, nous répond en anglais. Ma copine lui pose une autre question, elle comprend, elle lui répond en anglais, alors qu'on parle en français, hein. Donc c'est pour vous dire tellement c'est imprégné et c'est tellement multiculturel, l'anglais. Il y a beau avoir des lois qui protègent le français, je vous assure que quand on vient d'un pays comme la France où l'anglais, peu importe ce que diront les Québécois, oui on a des anglicismes, mais au quotidien l'anglais on n'y est jamais exposé. On n'est jamais exposé à quelqu'un qui va vous parler en anglais dans un magasin par exemple. Moi dans mon travail, oui parfois il y avait un petit peu d'anglais, ça restait vraiment assez soft. Toi jamais t'as été exposé à l'anglais. Et donc tout ça pour vous dire que quand est venu le moment de vivre ici, on l'avait un peu vu quand on était venu visiter, l'anglais. Mais on s'en rend pas compte quand on vit pas tous les jours. C'est indispensable dans certains métiers. Travaillons dans l'automobile, et ne parlons pas anglais. C'est que de l'anglais parce que les premières voitures sont venues des États-Unis. Donc forcément. Donc pas traduit, les notices n'étaient pas traduits, donc tous les termes sont en anglais. Un essuie-glace c'est un wiper, un roulement c'est un bearing de roue, une
droit de distribution, c'est une Training Bell. Tout est en anglais. Il n'y a pas. Encore là, il vous parle avec 9 mois d'expérience. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois en arrière. Ah, je comprenais rien à ce qu'on me disait. Vraiment, c'était intense. Et par contre, ils font des anglicismes. Encore cette semaine, je sais même plus le terme que m'a dit mon collègue. On partait en essai. Il me dit, bah tu sors là et puis il fait. Et je sais plus ce qu'il me dit. Et j'ai fait quoi? Il fait non, mais en fait ça, je sais pas le dire en français. À quel point je ne sais pas le dire en français. Et je sais pas, il est francophone, hein, il est pas anglophone. Hein. Je fais demi-tour au feu. Ah ouais, c'est ça, demi-tour, je m'en rappelais plus comment on le disait. La dernière fois, je vais au lave-auto pour laver ma voiture. On avait besoin d'un jeton. J'avais besoin d'un jeton, je vais à la caisse et la personne me dit faut pas s'approcher trop des capteurs parce que après ça fuck la machine. Fuck machine. Je fais, ça veut dire quoi? Ah, ça. La machine est décalibrée. Oui, c'est ça, je ne savais pas le dire en français. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de à quel point l'anglais peut être présent. De la vie de tous les jours, quoi. Et à quel point ça a été pour lui compliqué parce que, ne comprenant pas du tout l'anglais, il y a plein de fois où, dans une conversation... Les gens switchent aussi. Avec, ils utilisent 3 mots d'anglais, 5 mots de français. Mais quand c'est le verbe, le truc le plus important de votre phrase, ou le sujet... Bah, vous comprenez pas quand quelqu'un ne parle pas anglais, c'est vraiment compliqué. Et par contre, des fois en réunion, comme tout le monde, beaucoup, on va dire 50% de la population à Montréal est bilingue, ils arrivent à switcher en anglais, continuent à vous parler en anglais, sans se rendre compte qu'ils ont switché en anglais. Mais ça, c'est quand il voit votre tête, il fait t'as pas compris? Non. Je t'ai déjà dit que je parlais pas anglais. Ah, excuse-moi, bon, attends, je vais reprendre parce qu'il a pas compris en fait. Donc c'est pas une critique, mais c'est vraiment un constat. Enfin, vraiment, c'est là pour le coup, c'est un constat. Quand vous vivez à Montréal ou dans la région de Montréal, l'anglais, il est omniprésent. Nous, nos voisins, un des premiers moments où on était là, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de nos voisins qui ne parlaient qu'anglais, par exemple, qui sont venus nous voir parce qu'il y avait un courrier qui était arrivé chez eux, ils parlaient qu'en anglais. Oui, sachant que la maman parle très bien français et les 2 enfants parlent anglais couramment, mais quand ils ont voulu jouer avec mes filles, ils comprennent à peine le français. Mes filles sont revenues, mais on comprend pas ce qu'ils disent, ils parlent pas français. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est très implanté. Et je pense que quand on est jeune, qu'on maîtrise l'anglais un minimum, vraiment en tout cas, je suis pas jeune, mais je maîtrise un petit peu l'anglais. Oui, parfois ils switchent en anglais. Bon, en fait, finalement, moi je m'y suis faite. Mais parce que j'ai un peu des bases en anglais. J'avoue que quand vous avez 0 base en anglais, quand on vous dit anyway, back to back, je sais pas, des petites choses quoi, que quand vous parlez pas, ça vous parle pas quoi. Enfin, c'est compliqué. Tant que je vais en cours d'anglais, voilà, ce que j'allais dire. 2 fois par semaine, 3 heures. Sachez qu'en tant que résident permanent, vous avez des organismes qui vous proposent en fait de vous améliorer en anglais. Et donc il y va quand même 3 heures 2 fois par semaine, donc 6 heures par semaine d'anglais. Sachant que le prof que j'ai actuellement est polonais, parle un petit peu français, un petit peu espagnol, mais le cours est totalement en anglais parce que c'est un cours complètement cosmopolite. Et ça c'est valable quand vous êtes citoyen ou résident permanent, cette histoire de l'anglais. Ça lui a coûté $60 je crois, pour la session de 4 mois. Donc c'est vraiment pas cher et c'est pris en charge en fait par le gouvernement. Voilà, et après vous pouvez aller au stade, enfin pas au stade mais à l'étape 2 là de l'anglais. Je crois qu'il y a deux niveaux. Alors pareil, c'est toujours de notre point de vue et selon notre expérience, ce point là c'est la recherche d'un travail. Sachant que, juste pour la petite histoire, quand on est parti de France, on avait la chance tous les deux. Alors, autre point, c'est la recherche d'un travail. Alors juste pour la petite histoire, quand on est parti de France, on avait la chance d'avoir tous les deux un travail qui nous attendait ici. Pas forcément le travail de nos rêves, hein, mais en tout cas on avait un travail. Au bout de quelques mois, il s'est rendu compte que, sans rentrer dans les détails, etc., en tout cas que ça lui convenait pas du tout de faire son ancien travail ici. Mon ancien métier. Mon ancien métier, pardon, ici. Et j'aurais jamais pensé faire une traversée du désert parce que en France, je n'ai jamais été au chômage. J'étais au chômage 15 jours dans ma vie à cause du 2e confinement au Covid. On ne m'avait pas gardé et que j'étais en période d'essai. Mais en 25 ans de carrière, je n'ai jamais été au chômage. 2 semaines, c'est même pas du chômage. T'as même pas touché le chômage. Ouais, voilà, j'ai même pas eu le droit. J'avais un rendez-vous 3 semaines après à mon il avait déjà un autre boulot. Au Pôle emploi. Donc voilà, mais la question s'est jamais posée quoi. Au Québec, ce n'est pas pareil. Je pense qu'on recherche des profils
peu importe parce que j'ai postulé à plein d'endroits, parce que je me cherchais, je savais pas ce que je voulais faire. Et on collecte les CV pour le potentiel départ de quelqu'un, ou si on veut grossir notre entreprise et faire plus de profit. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Donc, alors juste pour info, depuis cette période-là, on a quand même entendu que c'était pas le cas il y a quelques années en arrière, hein, et que c'était vraiment quelque chose qui était assez récent, cette difficulté à trouver un emploi. Peut-être beaucoup d'immigrants, j'en sais rien, je saurais pas dire, mais en tout cas, vraiment, c'était impressionnant à quel point vous n'étiez pas rappelé. Sachant que moi je n'ai pas de problème, j'ai la chance d'être résident permanent. Pas de problématique niveau immigration en tout cas. Et même comme c'est ça que je te disais, pardon. Même comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un emploi où l'entretien se passe très bien. On dit on vous rappellera et on ne vous rappelle pas. Parce que pour le coup, il a quand même été rappelé. Il s'est aussi bougé parce qu'il a été directement dans les entreprises avec son CV. Ici, quand vous envoyez des mails, ils les lisent pas. Hein. Ouais, non. On l'a bien vu sur Indeed, une fois sur deux, votre candidature n'est même pas ouverte. Parce qu'ils sont même ouverts pas encore en recherche. Des semaines après, quoi. Et j'ai postulé à différents endroits, aux mêmes sociétés, ils m'ont dit non, mais l'annonce elle est à l'année. Voilà, on cherche pas. Ils cherchent pas vraiment, ils cherchent des profils au cas où, si à un moment donné ils ont des besoins, bah ils savent qu'ils ont déjà des profils. Et quand j'ai fait ma recherche, j'étais en période hivernale. L'hiver, on ne cherche pas. Je postulerai maintenant, je pense que je mettrai 1 mois au lieu de 3 mois pour retrouver le travail, parce que l'activité a repris. L'hiver, on hiberne en fait. L'activité est moindre. C'est entre les RH qui sont en congé, parce qu'il y a énormément de congés sur la période de mi-décembre jusqu'à fin janvier. Ouais, parce que les gens partent, les gens partent beaucoup dans le sud, etc. Donc il y a vraiment, c'est au ralenti. On l'a vraiment vu pour plein de choses. Même moi au travail, j'ai vu que c'était très très ralenti. Et vraiment, quand je vous dis il passait son temps à postuler, c'est qu'il partait le matin, il allait faire je sais pas combien d'endroits. Hey je sais pas combien d'endroits, etc. Oui, il avait des entretiens, on vous rappellera, on vous le rappelait pas. C'est pas grave, hein, mais c'est juste pour vous dire que sincèrement, c'est déconcertant en fait. On veut pas savoir si vous êtes capable de faire le job. On veut savoir si votre personnalité elle colle à l'entreprise. Elle fit avec l'entreprise, avec les collègues. Et ça, c'est vraiment partout. Faut vendre vos qualités humaines. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Comment ils appellent ça? C'est un nom en anglais encore là. Vos soft skills, je crois que ça s'appelle. Et ça, vraiment, moi je vous assure, quand j'ai postulé à chaque fois, on ne m'a jamais demandé si j'étais capable d'eux. Mais on m'a posé plein de questions sur des situations qui pourraient se présenter avec les collègues et comment je réagirais. J'ai quand même retrouvé du travail après maintes et maintes recherches. Par rapport, je voulais travailler dans le commerce, peu importe dans quoi. Et on en revient à la problématique de tout à l'heure. Vous parlez anglais? Non. Ah bah je peux pas vous prendre. Ouais. Si vous avez le projet d'immigrer au Canada et que votre projet est d'ici 1 ou 1 an et demi ou 2 ans, prenez des cours intensifs. Ouais, je pense que ça va être là. Moi, on me l'avait dit, mais je me suis dit, au Québec, par français, faut pas non plus déconner. Ça va pas être. Non, tout dépend où vous allez au Québec. Et du métier que vous allez faire. Voilà. Si vous allez dans le nord du Québec, je pense que c'est moins. Même vers Québec-Ville, je pense que c'est moins une problématique que là vers Montréal. Où la population est vraiment cosmopolite. Ouais. Donc voilà. C'était pour faire un petit point et je suis désolée, on a fait ça en voiture, on a essayé d'optimiser notre temps sur les principales difficultés qu'on a pu rencontrer en arrivant ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, mettre des petits pouces. Et on publie une vidéo qui est plus sur notre quotidien le lundi et une vidéo thématique le vendredi. Et puis nous on va aller se promener et je vous dis à bientôt. Bye. Ah non, il vous dit pas au revoir lui. Moi je suis parti. On va visiter un truc extraordinaire, on fera la prochaine vidéo là-dessus. Mais attention, il faut vous abonner, sinon elle sera disponible que pour nos abonnés. Ouais. On n'y croit pas.